vrai défi en fait, hein, on l'a vécu comme ça. Et ce qui a surtout été positif, en tout cas dans notre établissement, ça a été une modification des relations avec les directions. Je m'entends par là que les décisions qui ont été de réorganiser complètement l'hôpital ont été prises de façon très rapide et sans commune mesure avec ce que j'ai pu connaître depuis plusieurs années où je suis dans les instances et où on a obligation de répondre à un certain nombre de critères ou de cahiers des charges ou un tas de choses pour décider de quelque chose. Et là, on s'est retrouvé avec une mobilisation générale qui fait que ça s'est fait relativement vite grâce justement à cette collaboration qui était assez nouvelle et très, très positive. L'autre chose de vécu de la crise, ça a été aussi, pour être très franc, j'allais dire la sortie du bois d'un certain nombre de collègues que je n'imaginais pas aussi prêts à s'investir pour l'hôpital, la structure, l'organisation. Que ce soit des gens assez discrets comme les hygiénistes qu'on avait dans notre établissement et qui ont été d'une aide absolument indéniable et indispensable. J'en parlerai un petit peu après via des audioconférences ou des formations en continu de l'ensemble des soignants et au sens large, hein, privés ou publics. Évidemment, les infectiologues. Voilà, donc on a eu bien sûr la crainte de ce qui pouvait être dit dans les médias, notamment du crash test hospitalier. Moi, c'est un terme qui m'est resté assez marqué. Avant la crise, on a parlé d'un crash test. Je pense que le crash test, c'est plutôt maintenant qu'on va le passer, parce que la crise, on l'a passé avec beaucoup de volonté, beaucoup de soignants qui étaient extrêmement mobilisés, au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer dans un temps normal, entre guillemets. Donc le crash test, c'est plus maintenant de retrouver une vie un peu plus normale, de retrouver un rythme et un temps qui va être celui des directions et des instances et qui va, je crois, être difficile pour les médecins et les soignants d'accepter. Donc voilà un petit peu mon vécu de la crise. On est actuellement en train de faire un CREX, un retour d'expérience avec l'ensemble des soignants, médecins, paramédicaux, pour essayer d'avoir une idée de la charge mentale qu'ils ont pu subir. Pour être très franc, moi j'ai vu des soignants très très en difficulté avant l'arrivée du Covid, parce que nous en Normandie, on a eu cette chance, c'est que nos collègues de l'Est avaient déjà eu beaucoup de difficultés. On a eu un temps, une semaine, 10 jours pour se préparer. Donc ça a été pour nous à la fois un moment de stress intense, mais de mobilisation générale. Donc voilà, on va voir un petit peu avec les CRES ce qu'il en ressort, quoi. Il y a plein de choses dans ce que vous me donnez comme information. Là, il y a d'abord essayé d'avoir les informations de ceux qui étaient dans la difficulté. Donc en fait, c'est un réseau professionnel qui nous a permis d'avoir accès de deux manières. Une première, c'est un collègue qui est allé travailler dans l'Est, qui est allé passer une semaine à Colmar. Ça, c'est pour la réanimation en tant que telle. Donc là, je perds un peu mon chapeau de président de CME. Voilà. Donc en fait, pour l'ensemble de l'établissement, en fait, on s'est retrouvé à avoir un équivalent de veille bibliographique en continu, via notamment nos collègues infectiologues ou hygiénistes, cette fois-ci plus au niveau de l'établissement. Et ensuite, il y a eu des audioconférences qui ont été réalisées à la fois comme on est hôpital pivot avec nos hôpitaux satellites, on va dire, je ne sais pas si c'est le terme exact, ou hôpitaux de collaboration, voilà. Et à travers lequel on a réussi à faire, je pense, 3 temps, qui étaient d'abord de transmettre des informations via des présentations par audioconférence et des réponses aux questions via des chats. Et donc ça, on l'a décliné petit à petit avec des médecins, des infirmières libérales, kinés libéraux, des médecins en intra-hospitalier, des médecins aussi extra-hospitaliers. On a fait intervenir des référents, par exemple un professeur de virologie de notre CHU de référence qui est le CHU de Caen, qui est intervenu directement dans une audioconférence pour nous aider dans l'organisation actuelle, là, par exemple du drive pour les prélèvements ou donner des explications aux médecins généralistes et aux médecins hospitaliers sur l'évolution rapide, très très rapide de l'ensemble des mesures qu'on a pu avoir. Donc ça, c'est un domaine plus... je ne sais pas si je réponds réellement à la question, mais voilà, 3 temps, hein, c'était vraiment essayer d'avoir des informations partagées, et ça c'était difficile via des chats et des audioconférences, et un appui sur des veilles bibliographiques. Alors,
voilà, un petit peu les deux temps, en essayant au mieux de se répartir les tâches. C'est-à-dire certains étaient plus dédiés à la veille vidéo et d'autres à réaliser les audioconf. Et puis d'autres étaient dans les services. J'étais en train, juste avant la crise, on a lancé en fait un groupe de travail sur l'harmonisation du système d'information. Donc on ne l'a pas fait avant la crise. Donc ça a été compliqué parce qu'on a l'hôpital Pivot qui n'a pas les mêmes systèmes d'information que les autres hôpitaux. Donc ça a été compliqué. On va dire que pour l'instant on a une solution, non, il faut qu'on reprenne le travail qu'on avait commencé avant et ça fait partie notamment avec les médecins généralistes et les hôpitaux locaux, locaux de proximité, enfin je ne sais pas trop le terme exact, mais peu importe, les hôpitaux avec lesquels on travaille au quotidien. Je crois qu'on va être obligé d'avoir des dossiers communs, tant sur le plan de la biologie que le plan de la clinique, radiologie. Voilà. Alors l'autre écueil qu'on a eu, c'est qu'on a travaillé avec le privé, une clinique, via essentiellement une unité qu'ils ont ouvert Covid dans leur structure privée. Et là, on s'est retrouvé avec des moyens de communication qui étaient des moyens, j'allais dire, entre guillemets, personnels. Donc absolument pas dans les normes, absolument pas sécurisés comme on aurait dû. Mais on s'est retrouvé avec un système d'information du privé et du public qui était différent. Une difficulté de partage d'informations, notamment des scanners réalisés dans le privé pour qu'on puisse nous les avoir avec notre unité un peu d'expertise sur notamment les patients qui étaient suspects de Covid, parce que ça a été un gros souci, ça. Il y avait les patients Covid+, puis les suspects de Covid, la PCR négative, avec des éléments notamment scannographiques qu'on aurait dû avoir et qu'on n'avait pas. Donc ça n'a pas été simple. Donc le système d'information à hauteur de notre GHT, hospitalier déjà, il faudrait qu'on le fasse, mais je pense qu'il faut absolument qu'on le fasse. Je vous avoue très honnêtement que je n'étais pas persuadé avant cette crise, maintenant j'en suis complètement persuadé. Et avec le privé, il faudra trouver une solution parce qu'il y a un problème de confidentialité de données, enfin bref, c'est assez compliqué, quoi. La solution qu'on a utilisée pendant la crise, ça a été de faire des audioconférences de façon extrêmement régulière. Une dernière, là, récemment, avec les médecins généralistes pour discuter, par exemple, de la prophylaxie thromboembolique. On a, donc, avec nous, il y avait des médecins infectiologues, mais aussi des hémostasiens qui ont permis de répondre aux questions des généralistes et essayer d'avoir, via les recommandations nationales, bien sûr, donc on pouvait intégrer sur des diaporamas qu'on leur diffusait. C'était une manière pour nous détournée de donner une information à nos collègues du privé. On a utilisé également pour tout ce qui est mesures barrières, les informations de l'équipe d'hygiène aussi, qui a énormément utilisé ce mode d'information. J'ai un petit peu de mal à vous répondre parce que pour l'instant, en toute honnêteté, j'ai pas de solution miracle. Donc en fait, on a été obligé de s'adapter avec des moyens de communication un peu comme ce qu'on fait en ce moment. C'est-à-dire qu'on a travaillé comme ça. Alors on a fait audioconférence parce qu'on était nombreux, un peu plus de 200 par moment, 180, 200. Pardon. Ce qui fait que c'est un petit peu compliqué d'être à 200 en visio parce qu'on ne s'entend plus, on ne comprend plus. Alors que l'audio permettait de communiquer de cette façon. Voilà, même nos réunions, on les fait maintenant beaucoup en audioconférence. Ça a changé notre façon de communiquer, clairement, pour éviter de regrouper les gens. Et puis on a gagné du temps en information aussi, parce que regrouper des généralistes, des infirmières libérales, c'était compliqué de déplacer les gens de toute une... On avait presque 1 heure de route à faire. Alors que là, on s'est retrouvé avec tout le monde, donc une facilité d'accès. Alors voilà, donc c'était un moyen détourné, on a fait via les serveurs, mais je pense que si nous avions des serveurs un peu sécurisés, si c'est la question accessible aux soignants, à l'argent j'entends, parce qu'on a travaillé beaucoup aussi avec les ADMR, les aides-soignants, parce qu'il fallait qu'on mette tout le monde. Le niveau d'information d'État a été, je trouve, un petit peu compliqué pour les soignants du terrain. Et l'autre chose, c'était dans cette prise de décision, ce qui était important pour nous, c'est d'adapter au territoire. Alors j'insiste peut-être un petit peu lourdement là-dessus, mais je pense que ce qui a été une grande nouvelle dans la crise du Covid, ça a été notamment cette possibilité, entre guillemets, qui nous a été donnée d'adapter à notre territoire. Parce que forcément,
Les hôpitaux, nous, on les connaît, avec qui on travaille, on sait les moyens qu'ils ont médicaux ou paramédicaux, on connaît également nos cabinets libéraux, infirmières, voilà, les problèmes d'accessibilité et de déplacement. Voilà, donc ça a été quand même pour nous, ça a été pour nous un bon moyen. On a fait aussi des audioconférences avec les EHPAD et les directeurs d'EHPAD, parce qu'il y avait toutes les EHPAD privées qui étaient en fait, comment vous dire, peu informés de la situation, ou mal informés, ou démunis, parce qu'il n'y avait pas forcément les soignants. Et encore une fois, on en revient à la question de l'hygiène, qui est de la santé publique. Donc territoire, santé publique et hygiène, moi, c'est peut-être les 3 gros mots que je vais garder. Territoire, parce qu'il faut s'adapter à notre territoire. Donc ça, les décisions doivent être prises en regard des territoires. Deuxième chose, l'hygiène, parce que l'hygiène, c'est majeur. Et il y avait très peu d'infirmiers hygiénistes, notamment dans les EHPAD, pour pouvoir aider les soignants. Et santé publique, parce que je pense que là, on a fait de la santé publique. Et ça va faire partie, je pense, probablement d'un de nos axes de travail pour l'établissement, notre projet d'établissement. On va mettre une partie qui n'était pas prévue, parce qu'on est en train de faire en fait en même temps. Essayer de faire un axe santé publique et un projet de territoire infectiologie, hygiène en lien. Ne plus séparer l'infectiologie de l'hygiène. Donc retrouver ce lien indissociable en fait entre les mesures barrières, les applications des bonnes pratiques, qu'on pourra décliner très facilement dehors de la virologie, même sur de la bactériologie avec des bactéries multirésistantes, tout ça. Donc en gros, il faut qu'on arrive à renforcer notre lien de territoire comme ça. Voilà, je pense que c'est une des manières d'avoir des intervenants via des hommes et des femmes qui se déplacent, mais aussi des informations via des modes de communication un peu comme on le fait ensemble. Ça a été effectivement les fake news, un vrai problème. En fait, on ne sait pas trop si c'était les fake news ou une évolution permanente de l'information médicale. Ça a été pour moi, en tout cas, une vraie inquiétude, une vraie réflexion, parce qu'on a eu par moments des informations qui semblaient plus ou moins venir d'instances comme l'Institut méditerranéen d'infectiologie. Et puis malgré tout, on a été, avec nos sociétés savantes, quand même extrêmement aidés. Extrêmement aidés. Nous, on a eu la chance, avec la SRLF, d'avoir une société savante extrêmement dynamique. La Société française d'anesthésie rénale a également été très dynamique. Évidemment, la Société d'infectiologie. Donc, en fait, on a utilisé les recommandations nationales qui étaient éditées en continu par nos sociétés savantes pour les transmettre, et on attendait ces recommandations avec une grande impatience avant de pouvoir diffuser une information. Alors, je vais vous raconter juste une anecdote. J'ai eu un problème avec une fake news d'un jeune médecin de l'hôpital qui cherchait à bien faire et qui a diffusé un document qui n'était pas validé par des experts. Et ce document, il était au tout début de la crise, et ça nous a créé des tensions extrêmement importantes entre praticiens, parce qu'ils voulaient appliquer un certain nombre de mesures qui n'étaient pas les bonnes, notamment pour les aérosols. Pour tout vous dire, il y a eu beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de choses qui étaient mal comprises, qu'il a fallu réexpliquer. On a perdu une énergie folle au début là-dessus, où on a eu des cas où peut-être les malades auraient pu être mieux soignés, en toute honnêteté, si on avait eu, entre guillemets, plus rapidement les recommandations. Parce que dès qu'elles sont sorties, on s'est appuyé dessus. On a pu éviter qu'on continue à faire circuler ces documents qui étaient des espèces de procédures établies par 2-3 pimpins, et c'était une catastrophe. Donc voilà, donc on a eu vraiment le cas d'une fake news en direct via des mails qui sont diffusés, des petits papiers qui sont trouvés dans les poches des blouses, et on a dû se batailler pour les faire jeter à la poubelle et repartir sur les référentiels de nos sociétés savantes. Pour tout vous dire, les mails, le problème des mails, c'est la quantité de mails qu'on reçoit chaque jour et pour lesquels les gens ne suivent plus forcément la logique. Donc on a un moyen qui est ce qu'on appelle un tracal chez nous, c'est en fait un mode de diffusion d'informations qui sont validés par la cellule de qualité. Validé, donc ça c'est assez simple. Donc on a réussi à faire une sorte un peu comme a fait la SRLF, vous savez, une sorte de petit dossier dans lequel on a fait le kit du médecin. Donc qu'on a essayé de tenir à jour du mieux qu'on pouvait, c'était pas simple. Donc une sorte de petit dossier qui était dans cet outil de qualité gestion des risques.
Et donc, vous ouvriez ce petit dossier. Dedans, vous avez eh bien, l'ensemble des recommandations des sociétés d'hygiène, d'infectiologie, de réanimation, de la SFMU aussi, la Société française de médecine d'urgence. C'est un des moyens qu'on a utilisé. Et puis l'autre, ben, c'était les audioconférences. On a essayé de réexpliquer les choses et puis lever. Voilà, donc on a fait beaucoup, hein, on en a fait presque une trentaine hein, de conférences. Donc sur 2 mois, c'est pas mal quand même. Ça n'était pas diffusé à nos collègues du privé, puisque on n'avait pas les mêmes systèmes d'information. Et ce petit dossier, entre guillemets, Covid-19 qu'on avait constitué, était un travail basé évidemment sur des référentiels, mais qui ne pouvait pas être diffusé à la hauteur de ce qu'on voulait, ni comme on aurait pu le faire, quoi. Pour tout vous dire, il y a aussi un coût au système d'information qu'il va falloir qu'on intègre dans notre établissement. Là, c'est encore une fois le président de CME qui voit à travers les projets d'établissement l'ensemble des coûts qu'on doit investir. Et c'est un ensemble, hein, bien sûr, hein, un ensemble de décisions qu'il faut prendre et qui sont lourdes de conséquences sur un bilan financier d'un établissement qu'il faut financer par nos propres ressources. En tout cas, c'était le cas il y a encore quelques mois. Je ne sais pas ce qu'il en viendra dans le futur. Mais on a très bien vu qu'on a développé les téléconsultations, les téléexpertises, la télémédecine, et qu'on a besoin d'un outil en plus d'informations de nos audioconférences. Là, c'était bien, mais on a besoin d'avoir, soit sous forme de plateforme, soit sous forme de dossiers, soit les deux d'ailleurs, de dossiers partagés entre établissements, et voilà. On en a parlé déjà pas mal, hein. Il y a le système d'information, qu'on a un petit peu dévoyé avec nos audioconférences, mais je pense qu'il faudra garder ce mode de travail. Il faudra vraiment essayer de garder ça. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il y a un certain nombre de partages, cette fois-ci, de données médicales qu'il va falloir absolument intégrer et mettre en place. Donc ça, c'est vraiment le système d'information. On a une adaptation au territoire. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est crucial, parce que je crois que malheureusement, les instances RS ou un petit peu plus loin placées connaissent que très partiellement nos territoires. Donc je pense que ça, c'est un vrai travail à faire sur les territoires. Donc le système d'information, le territoire, et enfin la gouvernance. Je pense que ça, c'est majeur. C'est-à-dire que malheureusement, même si on a des dialogues qui peuvent être assez nourris et intéressants avec les directeurs, il y a un certain nombre de décisions qui restent totalement pleines et entières aux mains du directeur, et qui, je crois, à travers la crise qu'on a pu vivre, ont montré qu'on était tout à fait en capacité de décider d'un certain nombre de choses, en collaboration avec eux, bien sûr, mais sans ce veto administratif qui fait qu'ils sont quand même sous la gouverne de l'État, même si j'ai beaucoup de respect pour l'État. Malgré tout, les projections d'un territoire sont quand même très spécifiques et très sensibles. Donc je crois que la gouvernance doit changer. Moi, il y a une dernière chose pour moi, c'est la santé publique. Alors j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'on fait des choses dans les hôpitaux qui ne rapportent rien, qui coûtent de l'argent, ça s'appelle l'hygiène, parce que ça rapporte rien. La santé publique, ça ne rapporte rien. Les audioconférences qu'on a fait avec tous les soignants ne rapportent rien à l'hôpital public. Pourtant, c'est notre rôle de l'hôpital public, d'apporter cette information au-delà de l'hôpital. Aller apporter l'information aux soignants, au public. On a même été jusqu'à organiser une audioconférence avec les commerçants de notre territoire pour leur expliquer comment se préparer à ouvrir leur magasin. Mais pas avec des choses compliquées, mettez un masque, des solutés hydroalcooliques, les gestes barrières, des choses simples. Ils avaient besoin de réassurance, d'explications. On a eu des chats très intéressants de gens de tous les milieux, de pressing, d'hôtels, de coiffeurs. Voilà. Et on a prévu une autre audioconférence avec eux là pour le déconfinement et essayer de répondre à leurs questions. Donc vous voyez, je crois que notre rôle il va bien au-delà aussi d'une simple équation financière, et que notre rôle de santé publique, on va avoir du mal à vous le chiffrer en termes de gains. Donc, je pense que d'aider les commerçants, ça ne nous rapportera rien, mais peut-être que ça nous rapportera de travailler moins dans les semaines qui viennent. Et comme on dit qu'à l'hôpital public, on est tous des feignants, eh bien, c'est une bonne façon
de montrer qu'on cherche uniquement à ne rien faire, en essayant d'expliquer à nos commerçants qui sont quand même devenus les premières lignes avec les généralistes. Hein. Donc, il faut quand même pas oublier. Voilà, donc, on a travaillé là-dessus. Donc, voilà, moi j'en ai 4. C'était la communication, c'était les territoires, c'était la gouvernance et la santé publique.